Il arrive dans cette ville qu'il ne connaît pas, et le premier homme vers qui il se tourne lui dit « Sois le bienvenu ». Cette marque d'attention le rassure, et il se dit que c'est bien là l'endroit où il désirait se rendre. Il monte à l'arrière d'un taxi, déboutonne son blouson et scrute des immeubles qui vont bientôt lui être familiers. Il ne dit presque rien, ne trouve pas encore ses mots. Il pleut à peine. Le chauffeur qui le conduit à son hôtel porte une veste qui sent fort le cuir. Il est venu dans cette ville à cause d'un moine japonais du XIIe siècle qu'il a sans doute mal lu, mais ce mal a trouvé en lui un terrain fertile, comme une graine choisie par le vent se pose et croît dans un jardin qui ne lui est pas destiné. Il a 50 ans. Il séjourne 3 mois dans la ville qu'il ne connaît pas, et cela constitue une première étape. Tout au début, il se contente de ce qu'il sait faire pour se sentir bien, et cela fonctionne. Il se promène, boit des cafés, fume des cigarettes de marques inconnues et pense à des lendemains qui ne tarderont pas à être différents. Il s'assoit près des pêcheurs du fleuve et espère avec eux. Son hôtel est situé dans la partie basse de la ville. Le matin, il se lève généralement à 7 heures. Il déjeune de fruits et de beaucoup de thé. Puis il empaquette dans une serviette en papier de l'hôtel un alfajor à la confiture de lait. Comme il est soucieux de sa silhouette, il pratique chaque matin quelques exercices dans sa chambre. Le ciel demeure clément avec lui pendant les 15 premiers jours car il lui offre les nuances qu'il cherchait. Il ne fait ni beau ni mauvais. Sur les plages où il aime marcher, la lumière disparaît à 16 heures, confisquée par des immeubles hauts qui bordent la corniche. Quand il glisse la main dans ses cheveux, il trouve ceux-ci un peu trop longs. Il n'a plus mal à l'estomac et a peut-être un peu maigri. De temps à autre, il s'essaie à prononcer les quelques phrases qu'il est capable d'articuler dans la langue du pays. Ce qu'il exprime est sans importance. Il pose parfois des questions dont il connaît les réponses ou répète les mêmes commentaires face à des interlocuteurs différents. Il vérifie que sa réalité peut encore être celle des autres. Il dit « Llueve a menudo aquí » et dit aussi « Vi un documental que habla del río, pero no me recuerdo el título ». Mais la phrase est trop longue. Parfois, par gêne, il trébuche sur les syllabes encore trop étrangères. La musique ne l'intéresse pas, ne l'intéressera pas pendant les 5 premières semaines au moins. Il trouve des lieux, ses lieux. Il mange des plats simples à intervalles réguliers dans des restaurants où il prend ses habitudes. Il aime bien les pizzas le mardi. Il s'en tient à des salades la plupart des midis et choisit de réserver l'assado au dimanche. Il est extrêmement calme. Il s'applique à sourire aux employés de son hôtel. Ce sont toutes des femmes âgées. Le 5e jour, il change de chambre, s'installe au 3e étage et bénéficie d'une terrasse comme il l'a souhaité le jour de son arrivée. Bientôt, lui avait promis Lily en lui restituant son passeport. Bientôt, il déménage. Chaque jour, il varie la position des bras de façon à ne pas solliciter toujours les mêmes muscles. Lorsqu'il pratique sur la petite terrasse, il lui arrive d'être moins exigeant, accélérant alors la cadence ou renonçant à réaliser ses mouvements avec ampleur,
soit parce qu'il a froid, soit parce que le béton du sol lui fait mal dans le bas du dos ou aux mains. Il ne prend pas de bus, pas encore. Il marche. Sur la Rambla, bien sûr, mais aussi sur les longues avenues aux trottoirs fatigués. Il marche une fois jusqu'à l'hôtel del Prado et au musée Juan Manuel Blanes, une fois jusqu'à l'hippodrome de Maronias. Il boit des copas de vino tinto à partir de 18 heures. Il est né dans un quartier de Marseille à une époque où, lui semble-t-il, les hommes s'habillaient avec élégance le soir pour aller boire. Ils devaient passer leur journée dans la poussière et le noir, à effectuer des travaux qui rendaient crasseux. Alors, ces hommes prenaient une douche, sortaient de l'usine, puis allaient s'ancrer au comptoir. Il les admirait. Quand il s'assoit ce soir-là pour boire un verre de vin coiffé de frais, il pense à eux, les hommes des usines qu'il voyait rejoindre le bar de son quartier à l'heure de l'apéritif. Il redoute les silences des dimanches qui commencent vers 13 h et ne se terminent qu'avec le sommeil et la nuit. Il se souvient d'un film où Steve McQueen disait, après avoir perdu beaucoup d'argent sur un pari stupide, « Que faire d'autre un dimanche ?» Il pense un instant que cette réminiscence en appellerait d'autres, que les acteurs lui tiendraient compagnie, mais il n'est pas cinéphile, ne possède pas cette mémoire ordonnée et luxuriante capable de défaire l'ennui. Il reste sur son lit, épuise son esprit avec des contes idiots. Il descend vers 18h30 à la recherche d'un cybercafé. Le seul qui soit ouvert se situe en haut de l'avenida 18 de Julio. Comme il n'a pas reçu de nouveaux messages, il scrute tous les résultats sportifs français du week-end. Un peu plus tard, il entend résonner le trot des chevaux sur le goudron. La ville a l'habitude, chaque soir, d'abandonner son ventre sale à des hommes fantômes qui la lavent. Ils chargent leurs charrettes des cartons du jour. Le ménage nocturne ravive en lui l'étrange impression que lui ont faite, enfant, les attractions du parc au Quai Coral. Il se souvient d'un cow-boy arrivé à cheval dans une allée déserte et bordée de l'impatience un peu inquiète des jeunes spectateurs. Une voix hardie bravait la fatigue des haut-parleurs pour y cracher son destin. Elle racontait que l'homme se rendait dans un saloon pour une vengeance. Puis, 2 ou 3 tueries s'enchaînaient jusqu'au départ du Lonesome Cowboy, blessé peut-être, l'honneur lavé et les habits terriblement poussiéreux. Il fallait à ces hommes mourir toutes les 2 heures, les samedis et les dimanches. La petite foule applaudissait quand les morts se relevaient. Le bas de la cage chez Canelones est maintenant nettoyé et silencieux. Le théâtre Solis dort tout en bas, dans les draps propres d'une nouvelle nuit. Il passe devant, pince un peu ses lèvres sur le côté gauche et cherche des étoiles dans le ciel noir au-dessus de lui. Que sont les heures et les années, se dit-il, les yeux plantés au cœur de la Croix du Sud. Il aura sommeil à présent, c'est certain, un peu grâce au vin rouge qui le réveillera plus tard, au milieu de sa nuit. Il a un faible pour le mot espagnol rincón. Mange au bar del rincón une salade et une omelette. Il ne boit pas, ne fume pas, ne parle pas. Se masse la paume de la main droite
et se contente de sa fatigue et de sa saudade. La télévision émet des sons dissonants, tricote son chiné d'attirance et d'ennui. L'espagnol était la langue de sa grand-mère, morte alors qu'il avait 8 ans. Cette langue avait toujours constitué une réserve dans laquelle la vieille femme allait puiser quand ses phrases françaises se retrouvaient amputées d'un mot qui les privait de sens. Elle envoyait alors un mot d'espagnol tout en haut des silences où son français défaillait. C'était toujours dans un énervement, car elle voulait être assimilée aux gens de son nouveau pays. Ainsi, l'espagnol venait à ses lèvres sèchement. Elle devait dire « rincon » plutôt que « coin », « rio » plutôt que « fleuve ». Elle lui avait montré un verre de vin rouge en lui expliquant qu'on ne disait pas rouge, mais tinto. L'après-midi vient qui agite devant lui un ennui triste et long. Il aimerait être tout près de son hôtel pour sombrer immédiatement dans une léthargie postprandiale et y mourir un peu. Mais il décide de se mettre en quête d'une interprétation d'un vieux tango, Milonga Triste. Le ciel se couvre par endroits de nuages. Il monte dans un bus, achète des chewing-gums à un enfant, sourit au contrôleur, absorbé par le lissage obsessionnel d'une liasse de billets. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar, triste con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca, y llevamos tu silencio al sonar de las campañas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho, con cuerda de 100 guitarras, me trence remordimiento. Il cherche dans sa tête comment traduire ces paroles. Son chagrin, une nuit, prend la forme d'un rêve. Les rêves rappellent les années passées, mais ne les aiment pas. Ils n'en font qu'à leur tête. Dans son rêve, Mathilde a 10 ans, Tristan en a 12. La maison de Quimper se trouve en Provence. Bien sûr, les jours qui suivent ne sont pas beaux. Alors, il triche comme n'importe qui, veut que le temps s'accélère et se plaint qu'il passe. Il n'a pas tout à fait le talent d'apprécier l'ennui. Il s'amène en l'or dans quelques souvenirs, puise dans le livre mélancolique de sa vie les chapitres qu'il n'aime pas lire, boit pas mal. Il sait pourtant que là est le commencement. Le livre japonais l'a murmuré à son oreille. Le chemin débute avec le rêve. Tu es encore un peu vivant. Mais la personne demeurée seule à sa mélancolie ne sait qu'inventer des routines. Alors tu débarques dans cette autre ville que tu ne connais pas, et le deuxième homme vers qui tu te tournes te dit « Sois le bienvenu ». Même si tu n'ignores pas qu'il s'agit là d'un rituel, cette attention te conforte dans l'idée que c'est bien l'endroit où tu désirais te rendre. Tu rejoins le métro par des couloirs qui ressemblent à tous les couloirs souterrains du monde, mais que la langue des publicités, comme toujours, se charge de distinguer. Tu observes des barres de chocolat géantes, des boissons aux étiquettes inconnues. Il fait terriblement chaud. Tu prends place dans la dernière voiture.
Tu es venu dans cette ville à cause d'un moine japonais du XIIe siècle que tu continues parfois à aimer car ces mots ont trouvé en toi un terrain fertile. Comme une visiteur égaré se pose et se sent bien dans une maison où il n'a pas envisagé de résider. Tu as presque 51 ans, c'est le début d'un mois de mai. Tu te prépares à passer 3 mois dans la ville que tu ne connais pas et cela constitue ta deuxième étape. Les premiers jours, tu te contentes de ce que tu sais faire pour te sentir bien et cela fonctionne. Tu arpentes les trottoirs et les quais, bois des cafés, fumes des cigarettes de marque inconnue et penses à des lendemains qui ne tarderont pas à être différents. Tu t'assois près des pêcheurs du pont de Galata et espères avec eux. Ton hôtel est situé dans la partie moderne de la ville. Le matin, tu te lèves généralement à 7 heures. Tu observes un bras de mer qui s'étale à quelques dizaines de mètres de ta fenêtre. Entre les deux sont disposés des auvents dont la couleur parfois se confond avec celle de l'eau et parfois s'en éloigne. Tu penses, tu es encore dans un port. Tu n'as jamais quitté les ports. Comme tu es toujours très soucieux de ta silhouette, tu pratiques chaque matin quelques exercices dans ta chambre, qui est suffisamment grande pour cela. Le ciel est impitoyablement bleu pendant les 10 premiers jours. Tu apprends à ne plus faire cas de la lumière et de la chaleur. Tu as grandi dans une ville ensoleillée, en garde un esprit bravache qui t'interdit les précautions d'usage, les crèmes, les chapeaux, les lunettes. Tu ralentis tes pas dans l'ombre car l'ombre est une amie. Tu as changé d'hémisphère. On ressent une fatigue qu'il t'arrive parfois de ne plus distinguer d'une sérénité. De temps à autre, tu essaies de dire les quelques mots que tu parviens à retenir dans la langue du pays. Les réponses sont incompréhensibles et tu éprouves un peu de vague à l'âme à te voir si démuni. Tu dis « Hoş geldiniz ». Tu dis aussi « Teşekkür ederim ». Demande « İsminiz ne ?» Tu apprends peu à peu quelques noms de plats et de boissons, ne t'aventures guère plus loin dans tes échanges. La religion ne t'intéresse pas. Ne t'intéresse pas pendant les 3 premières semaines au moins. Tu peines à trouver des lieux, tes lieux. Tu manges des plats simples à intervalles réguliers dans des restaurants où tu tardes à prendre tes habitudes. Tu choisis de réserver au dimanche les Asibadem Kurabisi que tu achètes dans une pâtisserie de Çengelköy. Tu aimes ce quartier qui effiloche la belle ville vers la mer Noire. Tu as un faible pour les pides, ces plats qui ressemblent à des pizzas avec la pâte garnie de viande ou de fromage. Tu t'en tiens à des mezzés la plupart des midis. Tu es calme. Tu t'appliques à sourire aux employés de ton hôtel. Ce sont tous des hommes extrêmement polis, parfois obséquieux. Ils te disent « Soyez le bienvenu » à chacun de tes passages et c'est ainsi que tu apprends à dire « Hoş geldiniz ». Ils te remercient plusieurs fois quand tu remets la clé à la réception et tu sais dire « Teşekkür ederim ». Ils te saluent d'un « dostum » ou d'un « habi ». Tu n'es pas qu'une ombre. Te dis parfois cela, tu n'es pas qu'une ombre. Tu resteras longtemps, 92 jours. Tu prendras ce temps jusqu'à la date indiquée sur ton billet de retour. À la fin de la première semaine, tu écris -85 sur une feuille en tête de ton hôtel. Tu feras des détours parce que ce deuxième chemin est ainsi sinueux. Un matin, tu t'assois par terre contre le canapé rouge de ta chambre rouge.
Tu déplies le plan de la ville et lis attentivement les noms étrangers des rues. Au bout d'un moment, les artères commencent à se mouvoir, à ressembler à un amas gluant de lombriques qui déforme le plan de la cité. Tu relèves brutalement la tête. Les plaques du passé sont entassées sur ton sol et le sol ainsi est vivant. Tu aimes le nom de certains quartiers, Kadikoy, Sultanahmet, Beşiktaş, Taksim. Tu ne parviens pas à mémoriser le nom d'Eminönü et difficilement celui de Karaköy. Üsküdar te fascine. Tu remplaces parfois les pompes par des exercices de gainage. Tu demeures ainsi plusieurs minutes, le corps porté par la seule force de tes bras tendus. Dans cette position dérisoire qui fait immanquablement penser à celle du missionnaire, tu contemples la béance que tu laisses entre le sol et toi, sans le moindre désir, mais avec une pensée pour ce désir qui t'a agité avant que les années et ce que tu as fait d'elle ne le rangent à l'écart de ta joie. Tu fermes parfois les poings, comme au temps de ton service militaire, quand il s'agissait de se forger des mains aptes au coup. Tu ne prends pas de bus, pas encore. Tu marches, empruntes bien sûr des bateaux. Ton service militaire, au fond, a été une belle période de ta vie. L'amour te semble fait pour les permissions. Tu as accompli ton mois de classe dans l'est de la France et en as rapporté une odeur tenace de train de nuit et 2 ou 3 vrais copains. Puis les choses se sont bien agencées côté piston. Tu as achevé les mois qu'il te restait dans l'aridité des collines qui tiennent Cassis à distance de Marseille. Tu commandais modestement. Tu avais les amitiés qu'il fallait au réfectoire des officiers et au comptoir. Tu avais fait connaissance avec quelques vies âpres qui se répandaient dans le noir des chambres, qui se murmuraient pendant les marches. Elles te donnaient le sentiment de patauger dans l'humain. Quand tu t'assois ce soir-là pour boire ton verre de raki dans le ventre du pont de Galate, tu penses à eux, les jeunes hommes blessés qui en ont peut-être enfin terminé avec leur parcours du combattant. Ton esprit, la nuit, revisite les insomnies des bivouacs, les descentes sur le port de Cassis, la candeur qui passait de soi au visage des nouveaux arrivants, les sourires radieux de ceux qui se promettaient le bonheur en époux, en avocat, en baroudeur. Tous les chantiers merveilleux que les 30 années qui se sont écoulées depuis ont le pouvoir de rendre pathétiques, mais tes pensées échouent à raviver tes sentiments. Tu as fini par te rétracter sur ton drame. Tu lèves pourtant la tête vers ce jeune homme étranger, debout sur le quai d'un embarcadère et dont la main triture un képi bleu. Tu es resté 3 ans sous les drapeaux, beaucoup en France et un peu à Beyrouth. Tu as fumé ton dernier narguilé là-bas, sur un tapis carmin et azur. Ton corps avait fini par s'épanouir dans l'étroitesse d'un habit qui flattait ta musculature. Assez de détresse s'était frotté à ton impuissance pour que cela dessine une manière d'être un peu égoïste. Tracer ma route, c'est ce que tu t'étais dit en rendant l'habit kaki. Tu as gardé le goût des chemises cintrées. Tu marches. Bien sûr que tu marches. C'est encore ainsi que cela commence. Tu avales tous les kilomètres d'Istiklal Kadesi, poursuis dans la descente de tunnels, t'arrêtes pour voir la beauté défraîchie des façades, le kaléidoscope des vitrines de tissu. Tu peux regarder, mais tu regardes sans insistance. La pellicule intérieure, petit à petit, incorpore le bric-à-brac du présent disponible.
les tchèves en cuivre et les motifs bariolés des tasses de café, les silhouettes rablées et lourdes des hommes accrochés à des narguilés, le folklore des drapés, des voiles, le sang rouge du drapeau, la chaleur à laquelle les ombres arrachent quelques degrés, le petit monde de l'espoir mesuré, les glaciers ambulants, les vendeurs à la sauvette ou de tickets de loto. Le temps où tu étais vivant est coupé en deux par ton séjour à Beyrouth. Il y a eu l'enfance, puis Beyrouth. Tu as travaillé, t'es marié. Tu as connu 3 employeurs différents et 1 mois de chômage. As eu 2 enfants. Avec ta femme, vous avez fait l'amour souvent, puis de moins en moins jusqu'à ne plus le faire du tout. Tu as toujours aimé boire un peu chaque jour pendant les repas, puis un petit peu plus. Tu as commencé à te préoccuper de ton corps à Beyrouth. Avant, il y a eu des épisodes plus ou moins heureux que tu ne parviens plus forcément à aligner sur un fil de temps. D'avant, te restent des instants. Un père routier, qui était parfois là, puis qui partait sans que tu ne saches jamais si c'était pour une semaine ou pour toujours. Tu collectionnais les porte-clés. Ta mère tentait d'exister et de rire quand son mari était absent. Les soirs où il rentrait, elle s'asseyait sur le bord de sa chaise, posant sa main sur l'avant-bras de celui qu'elle avait attendu et qui maintenant se taisait. Tu te souviens aussi d'un voisin qui était peut-être un amant et qui avait un vélomoteur bleu avec une selle longue. D'une grand-mère, souvent de dos, ployée sur ses casseroles, et d'une autre, glaciale, qui avait des chats. D'un grand-père qui travaillait la nuit et d'un autre qui ne disait rien mais qui faisait peur. Qui s'asseyait toujours sur le même banc face à la droguerie, à 2 pas de la cité. D'une sœur qui te demandait parfois de lui laver les cheveux, qui était là à tous les repas, puis qui a commencé à sortir, qui ressemblait à une pute quand elle sortait. Dans ta mémoire encore, les colorants des saisons sur la pierre blanche de l'enfance, les étés secs, les shorts, les moustiques. L'eau croupissante d'un rue agonisant sous les mouches vertes et sur lequel tu lançais des feuilles de platane. Le sable des après-midi de mer, ramené dans les draps. Un père qui faisait la sieste, puis l'automne neuf, couleur de cuir. Michel et Pierre, les amis de collège qui étaient plus forts que toi à la bagarre. Le Mistral, ces sifflements entre les tours et les premières cigarettes qu'ils venaient confisquer sous le duvet de vos moustaches. Le voisin qui n'avait plus sa mobilette bleue et un père qui faisait des trajets plus courts. Puis, toujours, parmi ces confettis du temps, le 14 juillet, son bal sur la place de l'église où vous vous rendiez avec des cols de chemise démesurément longs. Une fille dans une voiture pour être sûre d'eux. Les fruits volés dans les arbres qui apprennent le goût des fruits. 2 familles plutôt hostiles, l'une à l'autre et une année de lycée à peine. Les enterrements, l'armée et Beyrouth. Une sœur que tu reconnaissais de moins en moins à chaque cérémonie. Les vieilles affaires que l'on vient récupérer un jour dans la maison mal aérée des parents. Tu ne sais pas si tes souvenirs sont des souvenirs ou des photographies que l'on recompose dans sa tête. Quelqu'un t'avait dit un jour que la différence était dans les odeurs. Les photographies n'ont pas d'odeur. Mais tu n'es pas sûr que les souvenirs en aient davantage.
Merci. Voilà une errance. J'ai pas pensé à Mémoire de l'avenir. Il faudra lire quelque chose, la parole de quelqu'un qui est dans un pays étranger, qui s'interroge sur ce rapport à la langue qu'il ne connaît pas, mais c'est ce texte que j'ai choisi. Donc je pense qu'inconsciemment, j'ai cherché une thématique qui nous était commune.